Abdelaziz Bouteflika, boudé par l'armée. Mardi, le chef d'état-major a demandé l'empêchement du président algérien en espérant ainsi mettre fin à la crise politique. L'analyse de Bernard Lugan dans cette édition. La liste de la République En Marche dévoilée pour les élections européennes. Derrière Nathalie Loiseau s'enchaînent les opportunistes, écologistes en mal de mandat, journalistes du système et proches de la Macronie. La liste des copains met le cap sur Bruxelles. Poneys, ânes, chevaux, les équidés n'échappent pas à la maltraitance animale. Face aux propriétaires négligents ou inconscients, les associations s'inquiètent de leur difficulté à accueillir de plus en plus de pensionnaires à quatre pattes. Madame, Monsieur, bonsoir. Abdelaziz Bouteflika poussé vers la sortie. Mardi, le chef de l'armée algérienne a demandé de déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Une surprise pour les Algériens qui craignent désormais une confiscation du pouvoir par l'armée. Thibaut Bastide. L'armée algérienne entre dans la danse. Après 5 semaines de mobilisation et des centaines de milliers d'Algériens dans les rues de la capitale, la crise a connu un rebondissement au plus haut niveau de l'État. Mardi, le vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a demandé l'utilisation de l'article 102 de la Constitution. Un article qui s'applique quand le président de la République est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables ou quand il démissionne. Dans ces deux cas, la vacance du poste de président est déclarée. Si la balle est désormais dans le camp du président algérien ou dans celui du président du Conseil constitutionnel, à qui il revient de lancer la procédure, l'annonce a surpris une bonne partie des Algériens et les réactions ont été mitigées. En effet, en appelant l'application de l'article 102, l'homme le plus puissant du moment remet l'armée au centre des enjeux politiques, renouant avec le rôle d'armée-État qui lui colle depuis l'indépendance du pays. Selon Bernard Lugan, spécialiste de l'Afrique et animateur du blog L'Afrique réelle, il s'agit ni plus ni moins d'un tour de passe-passe pour conserver le régime actuel. C'est le système qui se prolonge à travers une astuce et un piège grossier dans lequel les Algériens vont peut-être tomber. C'est le régime qui se maintient avec les mêmes hommes en place et avec le général Saïd Gala, qui est un vieux fidèle du président Bouteflika. La seule différence, c'est que le régime Bouteflika devait cesser le 28 avril avec la fin du mandat du président. Et grâce à cette argutie juridique, le régime va pouvoir avoir un délai de 45 jours plus 65 jours pour préparer des élections à sa main. Face à la détermination des manifestants, l'armée joue donc la carte du temps en souhaitant s'octroyer un délai de 4 mois et demi pour préparer l'après-Bouteflika. D'ailleurs, il est peu probable qu'elle n'obtienne pas satisfaction. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, et le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, étant deux fidèles d'Abdelaziz Bouteflika. Un coup de poker des vrais décideurs algériens dont le but est à la fois de s'assurer que la transition soit entre les mains de ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui, mais également de diviser la révolte des Algériens, comme nous l'explique Bernard Lugan. Donc c'est une astuce, c'est une manœuvre qui est organisée par le système algérien, l'alliance des baïonnettes et des coffres-forts pour maintenir le système. Alors, en face, il y a la rue qui, elle, demande la fin du système. Toute l'astuce de cette opération, c'est d'essayer de diviser la rue en deux. Les modérés, qui sont les idiots utiles et qui vont considérer qu'effectivement ils ont gagné ce qu'ils voulaient et qu'ils vont rentrer chez eux, de façon à ce qu'il ne reste plus que les plus durs. Et à ce moment-là, les plus durs pourront subir la répression, car ils vont passer pour des extrémistes. Le but, c'est 1, gagner du temps, 2, sauver le régime. En opérant une probable répression violente, l'armée algérienne, fidèle parmi les fidèles du pouvoir en place, pourrait donc faire taire les manifestations populaires jusqu'alors inédites et ainsi faire régner l'ordre par la terreur. Malgré cette probabilité, les Algériens sont bien décidés à poursuivre leur contestation malgré tout. On pourrait donc rapidement assister à un face-à-face entre l'armée et le peuple, avec de possibles conséquences dramatiques. Et je précise que vous pouvez retrouver les vidéos de Bernard Lugan sur son site officiel. La première parle d'Afrique du Sud, la seconde parlera bientôt du Sahel. Nathalie Loiseau et ses compères En Marche pour les Européennes. Mardi, le désormais ancien ministre des Affaires européennes a présenté la liste des 30 premiers noms de la liste En Marche. La République des copains met le cap sur Bruxelles. Ce qui nous rassemble, c'est la vision que porte le président de la République pour une Europe de liberté qui protège nos valeurs, notre démocratie,
une Europe de protection qui veille à notre modèle social, qui veille à notre environnement, qui veille à une planète dont l'Europe doit être le porte-drapeau, le protecteur. Grosse ambiance pour le lancement de campagne de La République En Marche pour les européennes. Nathalie Loiseau, énarque et désormais ancien ministre des Affaires européennes, prend donc la tête de liste de la majorité pour mener la bataille vers Bruxelles. Elle sera accompagnée par Pascal Canfin en deuxième position. Bénéficiant d'une image d'écologiste, l'ancien ministre délégué aux Affaires étrangères dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault apporte sa caution verte à la liste de la majorité. À la manière de Nicolas Hulot en son temps, le président Macron a donc réussi à trouver une photographie pour donner des gages à l'écologie. Pourtant, Pascal Canfin ne mâchait pas ses mots à l'égard du président il y a encore quelques mois, estimant que Macron n'avait pas fait mieux que Nicolas Sarkozy sur le dossier environnemental. L'ancien patron de WWF a donc décidé de faire table rase du passé pour une place assurée sous le soleil bruxellois. Pourtant, après le passage du patron de la marque Ushuaïa, Canfin, qui réclame la fermeture de 23 réacteurs nucléaires d'ici 2030, n'aura pas la possibilité d'expliquer plus tard l'incompatibilité entre écologie et Macronie. En 2012, il signait un ouvrage nommé « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire ». L'APA bruxellois a visiblement fait de lui un croyant. En numéro 4 sur la liste, on retrouve également Jérémy Deserle, le président des jeunes agriculteurs liés à la FNSEA. De quoi donner une idée des engagements du syndicat qui prétend soutenir les paysans. Également sur la liste, un ancien soutien de Dominique Strauss-Kahn, Stéphane Séjourné, proche d'Emmanuel Macron et du député Gabriel Attal. C'est un macroniste du premier cercle. Pour la case transfuge, il faut compter sur Fabienne Keller en 7e position. L'ancien maire Les Républicains de Strasbourg a visiblement franchi le Rubicon malgré son siège de sénateur dans le groupe Agir. Au rang des bons copains, il faudra compter sur Gilles Boyer en 12e place. Il est l'ami et conseiller d'Édouard Philippe, le Premier ministre, et avait fait la campagne de la primaire de droite pour Alain Juppé. Éclaircissement également du côté de la 8e place, occupée par Bernard Guetta. L'ancien journaliste et chroniqueur de France Inter a décidé de faire visiblement son coming out macronien. Notons également en 22e position, probablement élu si l'on en croit les sondages actuels, Sandro Gozi, ancien secrétaire d'État de Matteo Renzi, président du Conseil italien de 2014 à 2016. Vous l'avez donc compris, la liste LREM est un nouveau symbole du « en même temps » entre fidèles d'Emmanuel Macron et transfuges en mal de mandat avec une sauce européenne. Premier signal de la campagne, lors de la présentation de la liste, l'estrade sur laquelle s'étaient installés les candidats s'est effondrée au moment de la photo. Ça promet. La plus belle conquête de l'homme fait grise mine. Les associations de protection animale font face à un nouveau phénomène, l'arrivée massive de chevaux et autres équidés victimes de négligence, voire de mauvais traitements, des sauvetages qui coûtent cher. Les associations de protection animale tirent la sonnette d'alarme. Si l'on pense souvent aux chiens et aux chats, les équidés ne sont pas en reste quand il s'agit d'évoquer les maltraitances. Affamés, battus ou simplement livrés à eux-mêmes sans attention ni soin, de plus en plus de chevaux se retrouvent dans des états de souffrance grave sans que les pouvoirs publics n'aient de véritables dispositifs pour les sauver. Les associations sont alors mises à contribution, des opérations qui coûtent cher. Pour Viviane Roussel, la secrétaire générale de la Ligue française de la protection du cheval, il faudrait un permis de détention qui serait délivré quand les futurs propriétaires font la démonstration de leur capacité à s'occuper d'un équidé. Entre la société consumériste et la démocratisation de l'équitation, de plus en plus de chevaux se retrouvent entre les mains d'individus ignorant totalement les contraintes qu'implique l'adoption d'un équidé. Certains animaux sont même achetés par Internet sur des sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Trop contents de se débarrasser d'un cheval devenu envahissant, les vendeurs ne s'assurent pas que leur animal sera ensuite bien traité. On arrive donc parfois à des situations dramatiques, des achats compulsifs comme une vulgaire paire de chaussures qui s'avère évidemment plus envahissante. Certains font l'acquisition de chevaux réformés des courses, attractifs par leur prix assez bas, mais la réhabilitation en cheval de loisir prend du temps et nécessite de l'expérience. Des novices prennent alors des risques de monter sur un équidé dont ils ignorent le fonctionnement et les accidents ne sont pas rares. Dans ce cas, le cheval est souvent boudé, laissé au box sous la responsabilité d'un patron d'écurie qui se retrouve à subvenir aux besoins d'un animal qui ne lui appartient pas.
D'autres, le plus souvent en province, laissent le ou les chevaux déambuler dans un pré, tantôt en oubliant de l'abreuver, tantôt en oubliant de le nourrir quand l'herbe des pâtures ne suffit plus. Les sabots ne sont pas non plus entretenus et provoquent des boiteries, voire des malformations. Un cas de maltraitance qui survient aussi chez les professionnels. En effet, quand une exploitation telle qu'un centre équestre n'a plus les moyens, les propriétaires laissent parfois les chevaux livrés à eux-mêmes. Un phénomène nouveau selon Viviane Roussel qui explique avoir parfois une cinquantaine de chevaux à sauver d'un seul coup. Souvent, ils arrivent maigres et parfois âgés au point que leur état est presque irréversible. Ils ont une alimentation spécialisée mais le mal-être dans lequel ils étaient fait qu'on n'arrivera pas à rattraper le poids qu'ils ont perdu dû à leur âge malheureusement. Après voilà, ils mangent très bien, ils sortent. En extérieur, ils se baladent, ils ne souffrent pas, mais on n'arrive pas à retrouver un état correct de l'animal. Au-delà de la négligence, d'autres cas relèvent encore plus clairement de la maltraitance. Selon la secrétaire générale de la Ligue française de la protection du cheval, certains chevaux auraient par exemple les yeux crevés pour éviter qu'ils ne s'échappent du pré. A l'inverse, on voit apparaître un phénomène nouveau, des chevaux laissés en divagation sans puce d'identification malgré l'obligation légale. Quand les cas de maltraitance sont avérés, les services vétérinaires ou le parquet peuvent ordonner une saisie. La fondation 30 millions d'amis a déjà récupéré dans ce cadre plus d'1 millier d'équidés. Mais l'accueil de ces gros animaux coûte plus cher que pour les chiens et les chats. Les chevaux ont notamment besoin de beaucoup plus de place. Beaucoup d'animaux recueillis sont ainsi placés dans des familles d'accueil scrutées à la loupe pour éviter une nouvelle catastrophe. Pour venir voir chez nous nos installations, voir si on peut accueillir un nouveau compagnon aussi. Hein. On rentre dans les critères et puis après, ils vont nous proposer des poneys, donc on vient quand même voir. Une vigilance importante puisque beaucoup de ces rescapés gardent des séquelles psychologiques de la maltraitance. Ils nécessitent souvent plus de soins et de tact que les autres. Les cas les plus graves finissent quant à eux leur jour dans les refuges. Les moins chanceux, qui n'auront pas croisé les associations, terminent quant à eux bien souvent dans les assiettes. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. L'extrême gauche s'attaque à l'ICEP. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques à Lyon a été la cible de dégradation. La façade a été intégralement recouverte de peinture noire, une vitrine a été brisée et les serrures ont été forcées. Le saccage a été revendiqué par des militants d'extrême gauche sur les réseaux sociaux. L'école dirigée par Marion Maréchal a saisi la justice et de nouvelles dispositions seront prises pour assurer la sécurité des locaux. Les cartes de séjour au cœur d'un business. Mardi, 3 agents de la préfecture de l'Essonne ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de fraude dans le cadre de dossiers de demande de carte de séjour. Parallèlement à l'enquête judiciaire, le préfet de l'Essonne a immédiatement demandé auprès du ministère de l'Intérieur une mission de l'inspection générale de l'administration. Un ancien agent des services secrets exécuté en Haute-Savoie. Le 21 mars dernier, le corps de Daniel Forestier a été retrouvé au pied d'une voiture stationnée sur un parking isolé de la petite commune de Balaison. Selon les premiers éléments fournis par l'autopsie, il aurait été tué de 5 balles, notamment dans le thorax et la tête. Un mode opératoire qui atteste de l'intervention de tueurs aguerris. Daniel Forestier était depuis septembre mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans une enquête sur le projet d'assassinat en France de Ferdinand Baou, un opposant congolais au président Denis Sassou Nguesso. Pour le moment, aucun élément matériel ne permet de faire le lien entre cet assassinat et l'affaire dans laquelle l'ancien agent était impliqué. Le plateau du Golan au menu d'un conseil de sécurité de l'ONU. Mardi, la Syrie a demandé une réunion d'urgence à la suite de la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur ce territoire. La présidence du Conseil, assurée en mars par la France, doit maintenant déterminer une date pour tenir cette réunion. Si elle ne peut pas être organisée avant le 31 mars, il pourrait revenir à l'Allemagne qui prend la présidence du Conseil lundi de la programmer. Les 5 pays européens membres du Conseil avaient souligné dans une déclaration solennelle qu'il ne reconnaissait pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés par Israël depuis juin 1967, incluant le plateau du Golan.
La série noire se poursuit pour Boeing. Mardi, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a annoncé qu'un Boeing 737 MAX 8, piloté sous la bannière de la compagnie américaine Southwest Airlines, avait été contraint d'atterrir en urgence après avoir rencontré des problèmes liés au moteur. Aucun voyageur n'était à bord de l'appareil qui devait être convoyé à Victorville, en Californie, pour y être parqué. Une mauvaise nouvelle de plus pour le constructeur américain, alors que l'Agence fédérale avait décidé de clouer au sol toute la flotte des 737 MAX après 2 accidents meurtriers en Éthiopie et au large de l'Indonésie en quelques mois. Pendant ce temps, Airbus continue de grappiller du terrain avec la commande de 300 appareils par des compagnies chinoises. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Après quelques mois de silence, le général Tauzin fait son grand retour sur TV Liberté. La révolte des Gilets jaunes, c'est une révolte de l'homme contre sa mise en esclavage, contre sa chosification. Et c'est parfaitement sain. Tant qu'on n'aura pas compris cela, tant qu'on n'aura pas adopté un nouveau logiciel politique, pour parler moderne, un nouveau logiciel, c'est-à-dire mettre la politique au service de l'être humain, et non pas se servir de l'être humain pour l'argent, ou pour d'autres choses. Quand on n'a pas mis la politique au service de la France et des Français, de toute la France et de tous les Français, il ne faut pas en laisser un sur le côté, pas un seul. Tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien, les Français ne seront pas bien. Eh bien, on continuera. Et si on ne fait pas ça, je crois que de toute façon, on peut avoir quelques rustines, quelques retards. Par exemple, on change de gouvernement. Mais si on ne change pas de façon de faire de la politique, eh bien, un jour ou l'autre, ça éclatera. Et puis ce soir, retrouvez également Perles de Culture. Anne Brassier et Frédéric Pic vous conseillent les films Aïlo, une odyssée en Laponie et le nouveau Dumbo. L'académicien viendra ensuite. Andrei Makin présentera ensuite son dernier roman, Au-delà des frontières, paru chez Grasset. Et puis tout de suite, évidemment, vous pouvez retrouver La France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Bonne fin de soirée. À demain. J'ai recroisé récemment ce magistrat dont je vous ai parlé il y a longtemps et qui avait fait toute sa carrière à Toulon. Vous savez bien, celui qui m'avait dit, quand on arrache un coffre du mur, il n'y a que 2 solutions, où il a contenu de la drogue, où il a contenu des explosifs. C'est aussi lui qui m'avait dit, finalement, c'est l'un des plus proches de Macron, Castaner, là, qui à l'époque n'était pas ministre de l'Intérieur, qui a parlé le premier de destitution du président, puisqu'il a adressé des remontrances au président du Sénat en disant « Avouez-le, c'est ça que vous cherchez », sans s'apercevoir qu'en disant ça, il a crédité la thèse qu'il y avait dans le dossier de quoi faire sauter le président. Donc ensuite, il est devenu ministre de l'Intérieur, et quand j'ai recroisé mon magistrat toulonnais devant le présentoir à journaux de Campagnol, il m'a dit, vous voyez, finalement, il a été nommé ministre de l'Intérieur parce que son prédécesseur ne savait pas quel secret il protégeait. C'est pourquoi il a commencé à se méfier sérieusement. Et le deuxième, lui, sait très bien ce qu'il protège et que la partie explosive du dossier le menace aussi. Donc c'est un peu comme Benalla, il n'a pas de souci à se faire tant que le patron reste en place. Il a tellement peu de soucis à se faire, me dit mon magistrat, qu'il commence à accumuler les imprudences, comme par exemple cette incroyable opération de contrôle des routes qui mène à Paris à la veille d'une manifestation autorisée, avec des heures d'embouteillage évidemment, ce recours aussi à la mitraillette contre des manifestants qui ont 60 ans pour la moitié d'entre eux, mais surtout, il y a cette histoire de boîte de nuit où il plaide l'atteinte à la vie privée, mais il le fait dans la plus parfaite ambiguïté, puisque quand vous filmez quelqu'un en train de faire des bisous dans le cou à une femme qui n'est pas la sienne dans un lieu public, c'est en effet de la vie privée. Mais quand le type va simplement dans le lieu public en question, se saoule et danse sur la piste, il se place exactement au même niveau que tous les adolescents, les jeunes qui en font autant pour envoyer leurs clips sur Facebook. Donc il va être dur de plaider que sa seule personne sur la piste de danse était intouchable. S'il craignait les indiscrétions, il ne fallait pas y aller danser comme ça dans une boîte connue, me dit-il.
D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est obscène de voir que 3 ou 4 heures seulement après les dernières salves des canons à eau contre des gens qui gagnent 1 000 € par mois et qui rentrent chez eux pendant de longues heures à 4 dans une voiture pourrie garée à 30 bornes de Paris, pendant que tous ces gens s'en vont dans la nuit en mangeant leur sandwich, le ministre de l'Intérieur, lui, fait ça au milieu de la jeunesse la plus verdie de France dans une boîte à la mode. Et c'est là que mon magistrat s'est fait un peu plus sérieux. Il m'a dit, d'une manière générale, depuis Hollande, depuis que la France est plus ou moins en état de guerre, le grand reproche qu'on peut adresser à tous ces gens qui gouvernent, c'est de ne pas faire abstraction de leur propre vie, de ne pas dormir au bureau, de ne pas se vouer corps et âme à leur mandat. Castaner, il en a pour 2 ou 3 ans à peine. Il peut pas la mettre en veilleuse, pour ne pas dire la garder sous le bras pour 2 ans. Il peut pas s'abstraire en se disant j'ai une mission sacrée à accomplir. Mais en fait, non. Parce que rien n'est sacré pour eux. Ils ne croient pas que c'est en dormant sur un lit de camp au ministère qu'ils vont renverser la vapeur. Mais ils ont tort. Parce que les gens, en ce moment, ne sont sensibles qu'à ça. Est-ce que la façon dont il vit est en conformité avec les préceptes qu'il énonce? Ou est-ce que on appelle tout le monde à la sagesse pour pouvoir continuer comme ça dans la folie hors des caméras? Dès que vous regardez à la loupe, me dit-il, le personnel de cette République, on est dans le double langage, dans le double visage, entre le défenseur des droits qui touche 30 000 par mois à 75 ans, et le secrétaire général de l'Élysée qui ment sous serment et qui est mouillé jusqu'au cou dans des conflits d'intérêts. Tout le monde fait le contraire de ce qu'il dit et tout le monde abandonne son poste le vendredi à 5 heures pour profiter de son salaire de 17 à 25 000 €. Et là, je lui ai raconté, et je vous raconte aussi, que j'avais fait l'objet de vives critiques de la part de la Société des rédacteurs du Figaro, il y a quelques années, pour avoir révélé que j'avais croisé le Premier ministre Valls dans une parfumerie à 4 heures de l'après-midi à Paris. Alors on me dira, il avait le droit, sauf que le même jour, à la même heure, François Hollande assistait à un spectacle en matinée au Jamel Comedy Club. Et je posais donc dans le journal la question malvenue, hier à 16 heures, qui gouvernait la France? C'est un peu comme quand le président, là, est au ski pendant que Paris brûle. Eh bien ça, c'est un tabou absolu. On n'a pas le droit d'informer les gens sur ce que font tous ces gouvernants quand on a le dos tourné. Du coup, m'a dit mon magistrat, en surenchérissant, vous n'écrivez plus dans ce journal. Mais finalement, il importe peu, a-t-il ajouté, car désormais, ce qui va se passer contre les journaux, leur personnel, leurs propriétaires, et c'est inscrit dans les gènes de la situation. Jolie expression, je lui ai dit, il m'a répondu, oui, j'appelle ça de la biopolitique. Quand on peut lire dans l'ADN d'un pays ce qui va se passer, c'est de la biopolitique. Vous savez, certaines femmes de mère en fille, malheureusement, font un cancer du sein à 40 ans. Et bien la France, tous les 40-50 ans, remet en cause l'ordre social et généralement, elle met le feu à tous les pays du monde sur le même thème. Vous n'allez pas tarder à voir fleurir des gilets jaunes partout. Ils sont déjà interdits dans certains pays par crainte de la contagion. Mais interdire les gilets jaunes, c'est comme traiter un eczéma avec du fond de teint. Ça se voit moins, mais ça gratte quand même. Abonnez-vous, merci.